et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui est dédié à l'allaitement. Milkshaker car en 2020, j'ai décidé qu'ici, on allait agiter les idées reçues qui font la vie dure aux mamans allaitantes. Je commence par me présenter, je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis ostéopathe de formation. J'accompagne entre autres quotidiennement les mères dans leur allaitement en libérant avec mes petites mains les tensions de leur bébé qui ne téteraient pas tout à fait correctement. Je suis également formatrice en ostéopathie pédiatrique et sur le sujet spécifique des troubles de la succion des nourrissons et podcasteuse à mes heures pas si perdues. Enfin, je suis surtout la maman de 2 enfants, l'un allaité 1 année et l'autre est en train de téter au moment où j'enregistre cette intro. Ici, tu écouteras des témoignages autour de l'allaitement, des vécus tous différents mais essentiels à recueillir pour apprendre de l'expérience des autres, pour se repérer, s'identifier parfois, déculpabiliser aussi mais surtout assurer la transmission nécessaire pour normaliser et même banaliser ce qui devrait l'être, nourrir son bébé, bambin, si on le souhaite, comme on le souhaite, et le temps que la dyade, comme on l'appelle, mère-enfant, le désire. Et ce n'est pas tout, car si l'allaitement était facile, ça se saurait. Le manque de transmission d'informations n'épargnant personne, il me semblait essentiel que ce podcast s'adresse aussi aux professionnels entourant les mères durant cette période. C'est l'intérêt des épisodes experts que vous pourrez écouter régulièrement, que vous soyez parents ou soignants, pour vous orienter face aux difficultés rencontrées. On y traite toutes sortes de problématiques liées de près ou de loin à l'allaitement et plus encore. Un seul objectif ici, informer le plus largement possible. Et pour cela, j'ai besoin de vous. Dès qu'un épisode vous a plu, aidez-moi en le faisant voyager pour qu'il arrive dans chaque oreille qui peut en bénéficier. Via le bouche à oreille, sur les réseaux, ou encore en laissant des étoiles et commentaires sur votre plateforme d'écoute, vous n'imaginez pas à quel point c'est précieux, alors merci d'avance si vous prenez 1 minute pour faire vivre ce projet. Et maintenant, place à l'épisode. Welcome à David Kerbelec, alias Dr Ptichico dans Milkshaker. Je lui ai demandé de répondre à toutes mes questions concernant la santé bucco-dentaire de nos petits monstres, avec un focus sur ce qu'il se passe quand on allaite. Donc on y parle. Brossage de dents, pourquoi, comment, avec quoi? Est-ce que l'allaitement ça protège des caries? Et si j'allaite la nuit? Et si mon allaitement est non écourté? Et si ceci? Et si cela? Comptez sur lui pour vous donner les réponses raccord avec les recommandations officielles, tout en nuançant le propos, sachant très bien que comme il dit, on fait tous comme on peut. Et surtout avec ce qu'on a, puisque vous n'êtes pas sans savoir que trouver un dentiste pédiatrique peut relever du défi et encore plus d'en trouver un qui soit formé et conscient sur les différents sujets évoqués. Bref, un épisode essentiel, beaucoup de prévention et de la bienveillance au service des bouches de nos enfants, ô combien importante dans leur développement général. Je vous souhaite une belle écoute. Salut David, bienvenue dans Milkshaker. Merci, bonjour Charlotte. David, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui nous écoutent, nous dire ce que tu fais dans la vie et donc la raison pour laquelle je suis venue t'interroger aujourd'hui? Eh bien, je m'appelle David, je suis connu sous le nom de Dr Ptichico sur Instagram. Je suis chirurgien dentiste pédiatrique et j'exerce en Vendée. David, je voulais t'interroger aujourd'hui parce qu'il y a un thème qui revient souvent dans les questions autour de l'allaitement, c'est les thèmes autour de l'hygiène bucco-dentaire et de l'allaitement. Je pense qu'on va parler hygiène bucco-dentaire de manière générale et puis ça va très bien s'appliquer aux enfants allaités. Mais voilà, j'ai plein de petites questions à te poser et donc je suis ravie que tu aies accepté de répondre à tout ça. Je vais commencer par dire que dans les questions qu'on m'a envoyées, parce que j'ai mis une petite story sur Instagram en demandant si vous aviez des questions pour les auditeurs et les auditrices, vous m'avez à 2 reprises parlé de hygiène bucco-dentaire et allaitement côté maman, de savoir si vous pouviez vous faire opérer des dents de sagesse, ce genre de trucs quand vous étiez en train d'allaiter. Et c'est pas la spécialité de David, donc du coup on va pas trop aller sur cette partie-là des questions. S'il le faut, on cherchera des réponses plus spécifiques là-dessus auprès d'autres personnes. Mais on va rester en fait sur l'idée de base que j'avais, à savoir hygiène bucco-dentaire pédiatrique et l'allaitement. Donc on va rester du côté des enfants puisque c'est ta spécialité. Et la toute première question que j'ai envie de te poser, David, c'est pourquoi est-ce qu'on appelle les premières dents les dents de lait et est-ce que ça a un lien avec l'allaitement? En vrai, je me suis pas trop posé la question et je pense qu'on nous l'a pas vraiment trop appris non plus à la fac. Mais j'imagine que oui, le lien il est là, hein. Le lait étant le premier aliment que tout humain a comme nourriture, ça vient de là, je pense. La subtilité peut-être que est-ce que c'est quand apparaissent les dents de lait qu'on arrête de boire du lait, ou est-ce que c'est quand on a toutes nos dents de lait qu'on arrête de boire du lait, ou c'est quand est-ce qu'on perd notre première dent de lait qu'on arrête de boire du lait? Ça va être peut-être ça, la subtilité, et auquel j'ai peut-être pas forcément la réponse, tu vois. Ça mériterait d'aller un peu plus loin, je pense, pour répondre à cette question. Et peut-être que c'est à la première perte des dents de lait, mais on arrête de boire du lait. Mais ça fait assez long, hein, vers 6 ans, c'est assez long quand même.
Alors, de manière générale déjà, quand commence-t-on à brosser les dents de notre bébé? Dans les recommandations internationales et nationales, maintenant, il est recommandé de brosser les dents dès l'apparition de la première dent. De manière générale, c'est autour de 6 mois, mais ça peut très bien être 4, comme ça peut être 8, voire 12, 13 mois, c'est certains qui sont plus en retard. Mais il faut garder en tête que les recommandations maintenant, c'est brossage dès la première dent. D'accord, ok. Avec quoi on va brosser les premières dents de notre bébé? Est-ce que l'outil évolue au fur et à mesure de l'âge ou du nombre de dents de notre enfant? L'outil il va évoluer en termes de taille. Dans tous les cas, dès qu'il y a une dent, il faut utiliser une brosse à dents qui ait des poils, toujours souple. Tout ce qui va être petit picot en silicone, poil en silicone et tout ça, ça va pas brosser, ça va pas être du tout efficace. Ça peut être utilisé au pire avant pour faire des massages au niveau des gencives pendant les poussées dentaires avec des petits gels apaisants, etc. Mais dès qu'il y a des dents, c'est vrai que les brosses en silicone et tout ça, ça ne brossera pas, donc faut des poils. Et ensuite, en termes de dentifrice, pareil, les recommandations, c'est un dentifrice qui contient 1000 ppm de fluor. 1000 ppm de fluor, c'est le dosage, en fait, il y en a 2. Avant 6 ans, donc avant les dents d'adulte, c'est 1000 ppm. Et après 6 ans, en général, et donc à partir où on a des dents d'adulte, c'est 1450 ppm, jusqu'à la mort, quoi. D'accord, ok, c'est valable pour l'adulte aussi, c'est pas que pour l'enfant. Il faut du fluor toute sa vie pour protéger ses dents. Dans notre alimentation, maintenant, on est trop sujet, même quand on a une alimentation très équilibrée, bio, machin et tout, on est beaucoup trop soumis à des attaques acides et tout. Et puis c'est notre mode de vie qui veut ça, hein. On n'est plus du tout comme dans l'Antiquité et tout, où il n'y avait pas de fluor, pas de dentifrice ni rien, mais on n'a pas du tout le même mode de vie ni la même hygiène alimentaire ou hygiène bucco-dentaire, donc forcément il y a des choses qui changent. Donc pour la brosse à dents, faut qu'il y ait une petite tête, hein, ça va sans dire, qui va évoluer avec le nombre de dents. Mais il faut jamais que ça dépasse la taille d'un ongle de pouce, par exemple, en termes de taille de brosse à dents, parce qu'il faut quand même que l'enfant et l'adulte puissent accéder aux dents du fond après vers 3-4 ans. Il faut pas que la brosse à dents elle soit trop grande. Souvent, on se retrouve avec des brosses à dents qui sont beaucoup trop grandes pour les enfants quand ils nous la montrent en consultation. Et c'est là où on voit que le brossage de dents, en fait, il est pas efficace parce que la brosse, elle est trop grosse. On pense mal en se disant, il faut plus la brosse à dents va être grosse, plus ça va être facile de brosser les dents, mais en fait, non, c'est pas vrai. Donc du coup, la taille d'un pouce d'adulte ou d'enfant? À terme d'un pouce d'adulte, c'est le max qu'on va utiliser pour les 7-8 ans, quoi. Après, ça va être plus petit pour les 0,3 et les 3,6. Mais même nous, on devrait pas, en termes de brosse adulte, alors moi, je fais avec la taille de mon ongle de pouce, franchement, faut pas que ce soit forcément beaucoup plus grand, hein. Plus ce sera, en fait, faut pas que ça vienne englober plus de 2-3 dents, gros max. C'est assez précis quand même le brossage dentaire quand on y pense. Il y a pas mal de choses à brosser, donc plus ça va être grossier et moins on sera précis et efficace finalement. D'accord, ok, très bien. Alors du coup, ça bascule sur la question que je voulais te poser. Quel est l'intérêt d'une brosse à dents électrique dans cette histoire-là? En général, les brossettes, pour le coup, sont petites, donc ça, je pense que ça va correspondre aux critères dont tu viens de nous parler. Quel est l'intérêt de la brosse à dents électrique dans le brossage de dents des enfants? Le brossage électrique, ça a été prouvé et démontré que dans tous les cas, enfants ou adultes, le brossage électrique, il va être plus efficace que le brossage manuel. Parce que les mouvements, les micro-mouvements, que ce soit une technologie sonique ou oscillo-rotative, suivant les marques, en fait, ce sera beaucoup plus efficace dans le retrait de la plaque dentaire, cet enduit blanchâtre qui vient coller à la base des dents au niveau de la gencive et de la base de la dent, et qui se transforme en tartre si jamais c'est pas enlevé. Si cette plaque dentaire-là, elle va être plus efficacement retirée avec un brossage électrique. Mais en fait, ça semble logique parce que le mouvement avec la main, il est forcément moins rapide que les oscillations ou le mouvement d'une brosse à dents électrique. Donc dans tous les cas, c'est censé être plus efficace. Mais moi, je rappelle toujours, souvent aux parents et aux enfants, c'est comme passer le balai et l'aspirateur. On est tous capables de passer l'aspirateur correctement. Il y en a quand même un, c'est prouvé, qui fonctionne mieux que l'autre. Mais si tu passes l'aspirateur rapidos, pas dans tous les coins, on sera pas propre non plus. Faut aussi raison garder là-dedans et rester aussi raisonnable dans le fait de dire que la brosse à dents électrique est plus efficace, certes, mais il faut aussi bien s'en servir. Ok, oui, ça paraît très logique, en effet. Cette histoire d'aspirateur et de balai fonctionne très bien pour éclairer le propos. De l'intérêt ou non, je connais déjà la réponse puisque si on te suit un tout petit peu, on sait que t'es quand même assez anti ces appareils. Mais ces appareils en forme de gouttière là, où qu'on colle dans la bouche, qu'on met entre les dents, et puis on appuie sur un bouton et boum badaboum,
ambiance Mary Poppins, tout est tout propre quand ça ressort. Est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas? Ah non, ça marche pas. Ah, et puis en plus, il y a toutes les tailles, toutes les formes, tous les prix. Il y en a qui sont vendus jusqu'à 170 € quand même, hein. On nous dit que c'est prouvé scientifiquement et tout, non, alors que c'est de la grosse daube. Non, au pire, pour des patients où c'est très compliqué d'accéder en bouche, qui peuvent avoir des handicaps ou des TSA, des troubles comme ça, où ça peut être un outil qui peut être proposé pour améliorer l'hygiène bucco-dentaire. Mais à part ça, franchement, ça ne fonctionne pas, hein. Et puis, on est plusieurs à avoir fait des démos sur Instagram et tout, en montrant des avant-après. Enfin, non, ça fonctionne pas. C'est de l'argent foutu en l'air. C'est une brosse à dents, au minimum, une brosse à dents manuelle tout à fait classique. C'est vraiment le minimum et ça sera beaucoup plus efficace. Ok, très bien. Donc du coup, bah non, le marketing est très cool. Ça paraît quand même attrayant. On se dit, tu vois, quand t'as des galères à brosser les dents de ton gamin, tu te dis, oh, mais ce truc est révolutionnaire, il va adorer ça. On va appuyer sur le bouton, ça va bouger dans sa bouche, et t'as quand même envie d'essayer, tu vois, sur le principe. Mais non, il faut pas le faire. Ok, sauf si vraiment il y a aucun brossage qui est possible. Est-ce que c'est un premier abord plutôt à avoir dans la bouche de son enfant? Bon, mais vraiment. En cas de force majeure, s'il y a rien d'autre qui marche, quoi. Et faut rester raisonnable. On sait que c'est pas très efficace et ça peut être une première chose à intégrer, mais on sait qu'à terme c'est pas efficace. Donc c'est pas le truc qui doit rester pendant des mois et des mois, quoi. Tu nous as donc déjà parlé du fluor et qu'il fallait qu'il y ait du fluor dans le dentifrice aux doses que tu as exprimées. Pourquoi le fluor a aussi mauvaise presse et pourquoi revient toujours la même question de mais je comprends pas parce que le fluor c'est quand même pas bon pour la santé, pourquoi il faut en mettre dans le dentifrice? Mais personne n'a dit que le fluor c'était pas bon pour la santé, hein. C'est des anciennes études américaines qui montraient que le fluor était dangereux, pouvait rendre autiste, et puis ça venait minéraliser les parties du cerveau. Enfin, c'était complètement terrible ce qu'il en était. Et du coup, c'est passé outre-Atlantique. Et en France, comme on aime bien les sujets un peu touchy et médical, et ben du coup, ça a tourné vite et on se retrouve en fait à avoir souvent dans la presse et tout des sujets comme quoi le fluor c'est dangereux. Alors, le fluor c'est dangereux, oui. Pourquoi? Parce que on peut faire un choc toxique avec du fluor en ingérant du fluor. Mais on va donner la dose, il faudrait ingérer l'équivalent de 10 tubes de dentifrice adultes pour que ce soit toxique et peut-être aller aux urgences. Donc j'imagine qu'il faudrait quand même en avaler 2 à 3 fois plus pour finir quand même très très mal, hein. Et puis ça, c'est des calculs qu'on avait fait par rapport à ce que dit le Vidal. Vidal, c'est notre dictionnaire médical des médicaments et tout. Et donc, celui qui va avaler 10 tubes, déjà, faut avoir 10 tubes chez soi. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui aient 10 tubes de dentifrice chez eux. Ensuite, il faudrait les avaler. Il faudrait laisser son enfant avaler les 10. Donc, je pense que ça prend un certain bout de temps. Donc, il y a quand même très peu de chances qu'on ait un phoque toxique à cause du fluor. Ensuite, les recommandations, elles sont ce qu'elles sont, hein. C'est les recommandations nationales et internationales. Enfin, je pense pas que l'OMS, notre autorité de santé et nos collèges en médecine soient là pour nous empoisonner et donner des recommandations qui sont pas ok avec ce qu'on peut voir à travers le monde. En France, on n'a pas d'eau fluorée au robinet, par exemple. Aux États-Unis, c'est ce qu'ils ont. En France, la seule eau fluorée, c'est les eaux naturelles qu'on peut trouver dans le nord-est de la France, par exemple. Mais les gens le savent, normalement, que l'eau est fluorée, donc leurs rapports sont pas forcément les mêmes. Il y a le sel de table qui peut être fluoré, mais j'avais fait un sondage l'année dernière, je crois, sur Instagram, en demandant à mes abonnés si ils avaient l'habitude d'utiliser un sel naturel, style un sel de Guérande, de Noirmoutier, enfin, c'est cela parce que c'est chez moi, mais et du sel La Baleine, par exemple, qui est fluoré. Et en fait, les gens, pour plus de 80%, ils utilisaient un sel naturel, de la fleur de sel, du gros sel. Donc, il n'était pas fluoré non plus. Donc, au final, dans la plupart du temps, le seul apport en fluor qu'on peut avoir, qui protège vraiment les dents, et puis aussi, le fluor vient protéger aussi les os, hein. Alors, moins pour l'action locale du dentifrice, plus dans les comprimés, mais ça aussi, c'est encore autre chose. Mais le seul apport en fluor local, si c'est ni l'eau, ni le sel, et ben ça va être le dentifrice. Donc pour des gens qui n'ont aucun des trois, on se retrouve quand même avec un déficit de protection. Et puis nous, c'est ce qu'on appelle un manque de chance. Et de quoi se protéger avec une brosse à dents et un dentifrice, il coûte pas bien cher. Et en fait, les gens choisissent par faux complotisme ou que non, il faut pas parce que ça fait. Non, mais on voit même que
le fluor, il viendrait minéraliser la glande pinéale, que ça viendrait obscurcir le troisième œil. Non, mais on peut tomber dans des trucs assez impressionnants quand même, hein. Donc, faut aussi savoir raison garder et puis garder aussi un peu les pieds sur terre quand même, hein. Ah, et puis de manière générale, le dentifrice, en plus, on ne l'avale pas. Chez les plus petits, jusqu'à 3 ans à peu près, jusqu'à 2-3 ans, on peut avaler un petit peu. C'est pour ça que, en termes de dose, on va mettre l'équivalent d'une trace. C'est même pas un grain de riz. Nous, ce qu'on veut, c'est dès les premières dents, c'est une petite trace. C'est vraiment l'action locale. Faut même pas que ça mousse. Même jusqu'à une dizaine de dents. C'est pas la peine de mousser. Comme ça évite complètement le fait d'avaler le dentifrice. Et après, enfin, on est loin d'un dosage où ça va être toxique, hein. Je rappelle, faut 10 tubes, hein. Donc, l'équivalent d'une petite trace sur la brosse à dents, c'est pinette, hein, c'est pas grand-chose, hein. Donc, c'est vraiment pas grave si c'est avalé. Donc du coup, je pense que c'est assez clair. Enfin, il faut qu'il y ait du fluor dans son dentifrice, aux doses recommandées, mais bon, de manière générale, j'imagine que les dentifrices pour enfants sont sur ces doses-là, où il faut faire attention aux marques qu'on prend et vérifier ce dosage quand on achète. Il faut vérifier le dosage. Il y a encore des dentifrices qui sont vendus avec l'ancien dosage qui était à 500 ppm. Alors, c'est déjà ça. On dira c'était l'ancienne recommandation, c'est déjà ça. Mais il y a aussi beaucoup de médecins ou de pharmaciens qui vous diront qu'il faut pas mettre de dentifrice avant 3 ans. En 3 ans, je sais pas pourquoi. Et du coup, il faut choisir un dentifrice 3-6 ans, mais on peut l'utiliser de 0 à 6 ans. De la première dent de lait jusqu'à la première dent d'adulte. Et puis au fur et à mesure en grandissant, plus il y a de dents, plus on augmente la petite dose de dentifrice sur la brosse à dents. Mais ça paraît logique aussi, quoi. Oui, voilà, on passe de la trace au petit pois quand l'enfant est... Ouais, au poids, au petit pois. Et on fait pas comme dans les pubs, on recouvre pas la brosse à dents avec son dentifrice. Même si votre enfant veut absolument manger tout le dentifrice, non. C'est un petit pois. Très bien. Donc je pense que c'est clair. Du fluor dans le dentifrice, ce n'est pas dangereux et encore moins aux doses auxquelles on est exposé, sachant qu'on en a pour la plupart pas dans l'eau et ni dans le sel de table. Et que quand bien même on en a dans le sel de table... Là, dans le sel de table, ça va être une action plus globale, comme les petits comprimés qu'on donnait avant pour les bébés. Donc c'est une autre action, c'est pas la même action encore. Et puis le fluor, c'est aussi bon pour les dents d'adultes, hein, donc en fait c'est bon pour toute la vie. Surtout à une époque où on a du mal à trouver des dentistes, des rendez-vous et tout. On essaie de pas trop jouer avec sa santé quand même. Donc pas compliqué d'avoir un dentifrice avec du fluor et une brosse à dents, donc on y va. Moi, vous aurez besoin des pros de santé, même en termes généraux, hein, moi vous en aurez besoin, mais je vous porterai. Justement, en parlant de ça, je reviendrai après sur les tips et les astuces pour faciliter le brossage de dents quand c'est pas évident, parce qu'il y a quand même beaucoup d'enfants pour lesquels c'est pas facile. Mais quand est-ce qu'on vient consulter avec son enfant chez le dentiste, qu'il soit allaité ou non d'ailleurs? C'est quoi le rythme de consultation d'un enfant? Je crois qu'il y a une consultation un peu obligatoire, recommandée fortement à 2 ans. C'est 3 ans maintenant. Enfin, c'est 3 ans, la première recommandée par les organismes de sécurité sociale. Mais d'ici l'année prochaine, ce sera tous les ans. Donc à partir de 3 ans, tous les ans? Apparemment, ce sera ça, tous les ans jusqu'à, je sais plus, 24 et quelques. Enfin, en fait, les gens recevront un courrier de la part de leur organisme de sécurité sociale pour faire un bilan annuel chez leur dentiste. Au lieu que ce soit tous les 3 ans, en fait, ce sera annualisé. Très bien, donc du coup, rythme général à partir de 3 ans, puis une fois tous les ans à partir de l'année prochaine, a priori. Est-ce qu'il y a un rythme différent chez le bébé allaité? Chez les bébés en âge d'avoir un biberon même, on va dire presque, parce que un biberon ou allaité, peu importe. Mais c'est juste au moins pour redonner, moi, mes conseils d'hygiène bucco-dentaire et mes recommandations qui collent avec les recommandations nationales et internationales, mais qui sont pas toujours les mêmes données par les pédiatres, les médecins ou les pharmaciens. Donc pareil, un brossage de dents dès la première dent, 2 brossages dans la journée, parce que la plaque dentaire se met 12 heures à se reformer. Donc 2 brossages, ça va sans dire que on passe pas 2 minutes à brosser 2 dents de son bébé. Ça prend 20 secondes de brosser les dents de son bébé quand il en a que 2. On va pas passer 2 minutes. Un petit peu de dentifrice, une petite trace. Après, en grandissant et plus il va y avoir de dents, l'idée quand même générale, c'est de passer de plus en plus à une alimentation qui va être dure en relation avec la diversification alimentaire, donc avec moins en moins d'apports nutritionnels en soirée, juste avant d'aller se coucher, et la nuit. C'est ce qu'on va au fur et à mesure conseiller en grandissant quand même. Parce que tout ce qui va être des apports nocturnes, tous les apports nocturnes, on va avoir moins de salive, moins de flux salivaire,
plus de risques de respiration par la bouche pour quand même plus de 75% des enfants maintenant. Tout ça, c'est des choses qui participent à la déminéralisation de l'émail et puis l'apparition des caries plus précoces. Que ce soit du biberonnage ou de l'allaitement, parce que l'allaitement protège les dents, oui, très bien, mais à un moment donné, il y a toujours un petit peu de lait en bouche. Hein. Des bébés, j'en vois plusieurs par semaine. T'as toujours des petits résidus de lait en bouche. Ces petits résidus là, les bactéries, elles sont là aussi. Donc il y a des réactions acide-base, il y a des réactions de déminéralisation-reminéralisation. Plus il va y avoir ce genre de situation, plus on risque d'avoir des caries. Ce serait mentir que de dire que je vois jamais de bébés allaités qui ont des caries. On en a, et des biberons et des enfants biberonnés de nuit qui ont des caries, ça arrive aussi. Et ça, c'est un vrai problème. Donc c'est vrai qu'il faut pas hésiter soit à rincer au moins un petit peu ou essuyer avec une compresse au pire. On sait que bon, c'est pas facile hein, en pleine nuit quand on allait son bébé ou son jeune enfant venir passer une compresse pour nettoyer un petit peu les résidus qui pourraient rester. J'imagine que ça va être bien chiant, surtout quand on est à 4h du mat et qu'on a autre chose à foutre. Dans l'idée, c'est ça. Donc après, c'est vrai que limiter au maximum les apports nutritionnels en tout début de nuit et puis pendant la nuit, c'est vrai que c'est un gros plus. Bon, est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont ça je sais pas. Hein. Est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants qui passé 1 an sont encore beaucoup allaités de nuit? Oui, enfin, j'imagine qu'il y en a encore dont c'est le cas. Ça dépend de la façon de mener l'allaitement, des besoins du bébé et puis de la façon dont ça s'est installé, si tu veux, parce que tu as des lactations qui peuvent un peu péricliter quand il y a plus de stimulation nocturne, si tu veux, comme c'est le moment vraiment où la prolactine est à fond et que la machine s'enclenche. C'est vrai que c'est fréquent qu'il y ait des tétés, parfois par habitude, hein, mais qui soient maintenus comme ça la nuit et qu'il y ait de la lactation à s'entretenir. Donc j'imagine qu'il y en a pas mal. Qu'importe les choix qu'on fait, ce qui est important, c'est qu'on les fasse en conscience. Donc, si je comprends bien ce que tu dis, c'est l'alimentation de nuit, c'est un facteur d'apparition de caries. Maintenant, est-ce que le lait maternel, par rapport aux préparations commerciales pour nourrissons, est un facteur un peu moins fort? J'ai l'impression d'entendre ça dans ton discours, mais que pour autant, c'est quand même mieux de pas avoir d'apport, quoi. Du tout. Oui, bah forcément la composition lait maternel et lait industriel, ça va pas être la même chose, c'est sûr, et que on sait que le lait industriel va être beaucoup plus sucré, etc. que le lait maternel. Donc ça, oui, il y a pas de débat là-dessus. Oui, donc s'il faut choisir entre les deux, c'est mieux le lait maternel la nuit. Mais s'il faut choisir entre le lait infantile, les préparations commerciales pour nourrissons, pardon, le lait maternel et pas d'apport la nuit, une fois qu'il y a des dents, si je comprends bien, en fait, le mieux c'est pas d'apport la nuit, quoi. Ouais, bah ouais, c'est ça. Mais voilà, après ça reste idéalisé et ça reste assez théorique. Mais après voilà. Mais après je comprends, on fait comme on peut, comme on veut. Hein. Toi, tu nous livres la théorie et après on fait ce qu'on peut de notre côté, tout comme il faut brosser les dents pendant 2 minutes avec un enfant coopérant. Ouais, 2 minutes, 2 minutes, c'est On chaud. aura la théorie et il y aura la pratique. Allez, pour les enfants, même quand ils ont leurs 20 ans, c'est pas nécessaire que ça dure 2 minutes. C'est nécessaire que on puisse vérifier qu'il y ait plus de plaques dentaires de la dernière petite molaire qui se cache au fond à gauche jusqu'à la base de l'incisive tout devant en haut. Tu vois, c'est pas forcément en termes de minutes en fait. On dit en termes de minutes parce que c'est plus facile pour les gens et ça leur donne un repère. Mais en soi, si vous voyez que vous avez pas de plaque dentaire qui reste après votre brossage, c'est votre brossage, il est quand même assez efficace. Et si ça a pas duré 2 minutes, bah tant mieux. Et si ça a duré 3, bah c'est pas grave. Je me chronomètre jamais, moi. Est-ce que ce serait intéressant de dire que chez ces enfants qui justement gardent une alimentation nocturne, peut-être ce serait important de venir plus fréquemment en consultation, en prévention? Est-ce que ce serait juste de dire ça? Oui, parce qu'après, même nous, en consultation, on peut venir appliquer un vernis à base de fluor 2 fois par an pour venir booster un petit peu cet émail pour qu'il soit moins sensible à la déminéralisation. On peut donner des compléments fluorés si jamais le brossage est vraiment très très compliqué. Moi, j'ai des patients qui n'acceptent aucun dentifrice, handicapés ou pas handicapés d'ailleurs. Et en fait, je leur fais une supplémentation en fluor avec des gouttes pour avoir quand même cet apport en fluor, pour qu'ils soient quand même un minimum protégés. Et puis dès qu'il y aura une réintroduction du dentifrice, bon là on enlèvera la supplémentation et puis on aura une approche plus classique, quoi. Mais l'idée c'est d'être protégé, quoi. Oui, voilà, l'idée c'est d'être protégé. Donc du coup, bon voilà, on entend que dans la théorie, le mieux c'est que notre enfant mange pas la nuit, mais s'il mange la nuit, l'idée n'est pas d'aller
ne pas consulter du tout parce qu'on se dit qu'on va se faire engueuler, ou au contraire y aller et puis ne pas le dire. Et puis il y a manger la nuit à 1 an, il y a manger la nuit à 3-4 ans. Pareil, à 3-4 ans, je pense qu'on est plus censé manger la nuit. À 1 an, ça peut arriver de temps en temps quand même, suivant les apports nutritionnels et tout. Mais il y a un certain âge où on n'est plus du tout censé manger la nuit. Donc après, ça dépend aussi des gens, quoi. Oui, c'est pareil, tout va être une question de timing, d'âge et puis de fréquence de l'alimentation nocturne, j'imagine. L'idée, c'est de consulter et de pas mentir à ce sujet-là, puisque visiblement, il y a quand même des solutions pour essayer de booster un petit peu. Alors, il y a des solutions, c'est vrai. Après, il y a aussi beaucoup de professionnels qui sont assez fermés, qui sont pas tous aussi bien informés et puis à jour que ce qu'on pourrait espérer. Donc, c'est pas la première fois que j'entends des mamans qui mentent alors qu'en fait, c'est une de santé pour pas se faire disputer ou avoir des remarques. Et puis, on n'est pas tous formés et à jour tous autant qu'on est. Donc ça aussi c'est dommage, hein, mais c'est la vérité. Mais c'est un peu l'idée de cet épisode aussi, c'est à la fois que les parents puissent avoir les informations justes, bah voilà, pour arriver dans une consultation éventuellement et dire je sais qu'on peut éventuellement proposer ci, proposer ça, et arriver en étant bien dans ses baskets. Et à la fois que s'il y a des pros qui passent par là et qui entendent cet épisode, ils puissent aller se renseigner aussi de leur côté et puis que ça forme un petit peu tout le monde. Donc c'est très bien que ces informations-là soient posées quelque part. Comment j'amène alors mon brossage facilement à un enfant qui a pas envie de se brosser les dents? C'est la guerre, le brossage de dents à la maison. Tu sais ça, non? Même avec un enfant sympa, pas de trouble de l'oralité, tout ça, je parle pour moi, il a 5 ans et franchement c'est un cœur et tout, c'est pas le gamin le plus compliqué du monde, mais à la proposition douce et bienveillante de chérie, on va aller se brosser les dents, je récolte très fréquemment un non. Mais je pense que tu récolteras fréquemment un non jusqu'à ses 15-16 ans. Ah, parce qu'à 15-16 ans, je serais encore en train de lui dire d'aller se brosser les dents, tu penses? Ok, je démissionne. Bah oui. Non, en vrai, hein, souvent on leur dit, puis l'âge critique des 11 ans, ils sont tous dégueux, ils veulent pas aller se doucher, ils veulent pas aller se brosser les dents, ils puent, mais c'est pas grave. Ah ouais, donc le terrible tout de je veux pas prendre mon bain et tout ça continue jusqu'à cet âge-là. Bon, tu viens de me casser ma journée. Ok, bon bah du coup comment je fais de 3 à 15 ans? Il y a un âge où ils sont assez cérébrés pour comprendre que c'est de l'hygiène, c'est chiant de se brosser les dents, ça prend 2 minutes, c'est terriblement long et relou, mais ils sont capables de comprendre. Et ça, dès 3 ans, ok, ils sont vexés parce qu'ils faisaient un jeu, ils regardaient un épisode de Peppa Pig que je déteste, c'est dit, où ils jouaient avec leurs frères et sœurs à quelque chose et puis on les embête parce qu'il faut aller se brosser les dents. Mais il y a un âge où ils sont assez cérébrés pour comprendre. À partir du moment où ils peuvent comprendre, on s'assoit devant eux, on les regarde droit dans les yeux et puis on leur explique que c'est comme ça et pas autrement. Alors dans certaines familles, ça marche très bien et chez d'autres, c'est pas toujours les parents qui arrivent à prendre le dessus. Alors ça, ça c'est compliqué, mais c'est vrai que quand c'est un rythme, ils sont habitués des petits à faire ce schéma-là. Alors forcément, il y a des hauts et des bas, puis des mois où il aura plus envie, ou il aura plus envie, et puis d'autres où moins. Bon, certes, mais moi je pense qu'à partir de 3 ans, là où ils vont à l'école, ou ils sont capables de comprendre que le matin, on prend 2-3 minutes pour brosser les dents, et le soir, pareil. Parce qu'ils sont capables, ils sont capables de comprendre. Après, de pas avoir envie, c'est autre chose. Et c'est là où la négociation peut partir en sucette. Mais ça, c'est pour tout, en fait. Mais comme tout peut partir en sucette à cet âge-là, de toute façon. On va pas se mentir, tout changement d'activité est peut-être sujet à un drame en l'espace d'1 minute. Ou au pire, vous les prévenez. Bascule. Vous les prévenez 10 minutes avant. Là, je mets un timer dans 10 minutes, on va se brosser les dents. Comme ça, il a le temps de s'y faire, tu vois, et de faire l'idée. Ouais, le timer, ça peut être une bonne idée. Mais pour les enfants pour lesquels c'est compliqué, et je pense à tous ces enfants, tu sais, qui ont des troubles de l'oralité, pour lequel l'abord vraiment buccal, il est difficile. Est-ce qu'il y a des choses qui marchent mieux que d'autres? Est-ce que tu vois la brosse à dents électrique, c'est mieux? Est-ce que... Non, ça, ce qui va vous aider pour les enfants avec des troubles de l'oralité, c'est les professionnels de santé, orthophonistes, ergothérapeutes, qui vont, à l'aide de différents dispositifs, désensibiliser et faire accepter à l'enfant différents dispositifs et différents instruments en bouche.
Ça part de là, parce qu'il faut une aide particulière. Sinon, vous allez vous ruiner à acheter 15 000 trucs qui vont pas marcher parce que vous aurez peut-être pas forcément la bonne façon de faire pour la mise en bouche, désensibiliser, etc. Donc là, non. Et puis ça s'est démocratisé maintenant, les prises en charge de réalité alimentaire. Donc faut pas hésiter à demander des prises en charge et de l'aide aux professionnels qui sont formés. Ouais, donc on va consulter de ce côté-là. Je vous renvoie du coup aux épisodes sur ces sujets-là. Il y en a un, je crois que c'est le 25 avec Marie Ruffier-Bourdet qui est ergothérapeute spécialisée là-dedans. Il y en a un avec Marie Poiret qui est orthophoniste, elle, qui a parlé aussi troubles de l'oralité, etc. Et si jamais vous vous posez la question de si votre enfant peut être sujet à ça, je vous invite à aller écouter ces épisodes. Ça vous donnera des infos et ça vous permettra d'aller consulter les bonnes personnes en fonction de ce que vous retrouvez. Qu'est-ce qui doit me faire dire que les dents de mon enfant vont bien, ou qu'est-ce que j'observe chez mon enfant qui me fera consulter, tu vois? Est-ce qu'il y a des choses qui changent en termes de forme, de couleur, qu'est-ce qui me fait dire, tiens, là, la consultation que j'ai peut-être zappée l'année dernière dans le suivi, il faut que j'y aille rapido. En termes de dents, ça va être si un enfant se plaint d'une douleur dans la bouche. Alors ça peut très bien être une douleur au niveau de la langue, au niveau de la mâchoire inférieure, supérieure, au fond de la gorge ou au niveau des joues. Dès qu'il y a une gêne, normalement la bouche c'est notre domaine. Plus que des fois même plus que le médecin ou que l'ORL. Des fois on n'y pense pas. Et moi le premier quand j'étais plus petit, hein. J'étais le premier à montrer ma bouche au médecin et puis pas du tout penser à dire à mes parents, tiens, on ira pas chez le dentiste. Donc ça peut être comme une otite, une main qui se dirige en pleurant vers la bouche, c'est comme une otite, une main qui se dirige vers l'oreille en pleurant, quoi. Donc ça va être des choses qui peuvent amener à faire consulter. Après, quand ils sont plus grands, qui savent parler, par exemple, quand ils vont manger, ça va leur faire mal à un endroit, bon, ça, ils savent le dire. Et puis après, moi, je conseille aux parents de vérifier le brossage, de faire le brossage avec eux, parce qu'ils vont être capables aussi de regarder une dent qui est un peu... alors, vous ferez pas la différence entre une carie, une tache, ce qui est une carie, ce qui est pas une carie, mais au moins ça peut vous alerter sur la couleur. Une dent saine, qui a pas de problème, elle est blanche, un peu blanc écru, blanc cassé. Et c'est tout. Après, il peut y avoir des tâches qui sont pas carieuses. Et ça, il y a aussi des protocoles de suivi suivant la tâche et suivant ce que c'est. Vous faites plein de choses. Et puis après, vous pouvez remarquer s'il y a des bourrages alimentaires, s'il y a des trous dans les dents, si les dents sont marron, noires, vous avez tout un panel, s'il y a de la plaque dentaire, s'il y a des dépôts orangés, verts, gris, marron, noirs. Il y a plein de choses qui existent. Mais il y en a plein, des fois je demande aux parents, mais ça vous avez pas vu là qu'il y avait une carie, vous avez pas vu qu'il y avait un trou là, ça se voit vraiment dans le nez au milieu de la figure. Et puis il me dit bah non, on n'a pas vu. Bah du coup là vous avez pas regardé, c'est pas possible parce que là, sans être dentiste, vous voyez bien qu'il y a un souci quand même. Il y a un gros trou, c'est pas anodin. Donc je pense que les parents ils prennent pas forcément toujours le temps non plus de regarder parce qu'ils sont ils ont plein de choses à faire, plein de choses à gérer, il y a pas que le brossage des dents à faire, j'en suis bien conscient. Ouais, mais de l'intérêt d'aller vérifier en fin de brossage que tout soit bon. Et puis l'intérêt d'aller en consultation pour que, c'est pas pour une petite piqûre de rappel, mais pour les alerter sur le fait que c'est bien quand même de vérifier une fois par jour si le brossage est bien fait, de vérifier ne serait-ce que s'il n'y a pas un truc bizarre qui se passe en bouche. Comme je disais à mon assistante l'autre jour, c'est vrai que les parents, les dents on les voit pas, si des douleurs ou des caries, c'est pas très grave. Mais on laisserait pas son enfant avec un ongle incarné, une plaie ouverte ou je sais pas quoi. Alors qu'il y en a qui laissent leurs enfants avec 10 dents carriées, voire ça arrivait avec des dents carriées, mais la bouche est entièrement carriée. Et en fait, il y a rien qui se passe derrière et personne n'est plus inquiété qu'autre chose. Enfin, même des fois, ça m'arrive. Classiquement, les enfants qui viennent en consultation chez moi, ils ont, je sais pas, ils sont entre 5 et 10 caries. Je trouve ça déjà énorme, 5 et 10 caries. Entre 3 et 10 ans, ça va être, allez, 70% de mes patients. Ah, c'est quand même énorme. Et puis, ça inquiète pas trop. Alors que ça inquiéterait carrément plus s'il y avait une plaie ouverte, un ongle incarné, ou, je sais pas, une oreille décollée. C'est con, mais en fait, c'est vrai que les dents, ça se voit pas trop, et du coup, on les oublie un peu, quoi. Ouais, et puis je pense, il y a aussi le truc, c'est encore pire quand c'est les dents de lait, parce que justement, il y a l'idée préconçue de ça va tomber, donc de toute façon, on s'en fiche un peu. Et puis, il y a même beaucoup de mes confrères qui disent, des dentistes, oh, bon, c'est les dents de lait, ça sert à rien, c'est pas grave, elles vont tomber toutes seules, on va pas s'embêter avec ça. Donc, c'est sûr que moi, quand on me dit ça
Parce que les dents de lait, elles sont là pour l'édification de la mastication, de la parole, de la respiration. Elles participent à la croissance du massif maxillofacial. Elles permettent de manger. Enfin, elles servent de guide pour les dents définitives. C'est idéal pour la formation de plein de choses. Donc, quand on dit que c'est pas grave, elles vont tomber, c'est pas grave si elles sont abîmées, cassées ou quoi que ce soit, ben si, c'est quand même très dommage. Et puis on parle pas aussi du côté esthétique, de la confiance en soi, de harcèlement à l'école, enfin tout, j'en passe. On pourrait faire une thèse, je crois, sur l'intérêt des dents de lait, quoi. Ouais, je comprends. Ouais, donc c'est pas parce qu'elles tombent qu'il faut pas s'en occuper de la même façon que les autres. Elles sont certes transitoires, mais le temps qu'elles sont là, si elles sont là, c'est qu'elles servent à quelque chose et ce serait bien d'en prendre soin. Et elles sont transitoires si on est bien constitué, mais il y a des fois où les dents d'adultes ne sont pas là sous les dents de lait. Donc si on ne s'occupe pas bien, du coup, si on enlève la dent de lait et qu'il n'y a pas la dent d'adulte juste en dessous, on se retrouve un peu chocolat, quoi. En parlant, t'as parlé rapidement de choc. C'est quoi quand il y a, ce serait fréquent, on va au parc, un toboggan pris dans un mauvais sens. Enfin, il y a un qui le prend dans le bon sens, un qui le prend dans le mauvais, les pieds de l'un dans la mâchoire de l'autre. Choc sur les dents. Situation, on ne peut plus commune au parc. Qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce que je décide qu'il faut que j'aille consulter en urgence un dentiste? Pour moi, parce que moi je suis dentiste pédiatrique et je reçois les enfants de 0 à 12 ans pour toutes les demandes. Pour moi, il y a un choc, on m'appelle. Et pour mes patients, ils le savent, il y a un choc, on m'appelle. Et devant tout trauma dentaire, on devrait appeler son dentiste et au moins avoir une vérification sur le fauteuil, voir une radio si ça nécessite une radio, avec un certificat médical, etc. Mais on ne devrait pas laisser un trauma sans consultation. Parce qu'un trauma, même si c'est pas grand-chose, ça peut être quelque chose en quelques mois ou années plus tard. Le but, c'est d'être protégé aussi derrière. Mais bon, c'est comme je te disais tout à l'heure, ça aussi, ça va dépendre des professionnels de santé, ceux qui sont formés, ceux qui ne le sont pas, ceux qui acceptent de recevoir les enfants, ceux qui ne les acceptent malheureusement pas. Mais bon, moi, dans l'autre sens, je veux te dire, j'accepte pas les adultes. Alors, pas non plus jeter la pierre à tout le monde. Oui, mais c'est plus fréquent d'avoir des dentistes pour adultes que des dentistes pour enfants quand même. Ah oui, jusque-là. Imagine, on est 400 dentistes pédiatriques en France. Il y a quelques années, on était qu'encore 48 000 dentistes en France métropolitaine et dom-tom. Donc oui, on est carrément, on peut pas faire face, ça c'est sûr. Donc ensuite, je voulais te demander quels sont les facteurs de risque de caries finalement. Alors on a parlé déjà bénéfice du lait maternel vs les préparations commerciales pour nourrissons, mais n'oublions pas l'idée que le mieux c'est quand même à un moment ou à un autre de ne plus avoir d'apport lacté ou autre la nuit entre les deux brossages de dents du matin et du soir, puisque la nuit est le moment propice pour la prolifération de toutes les petites bactéries, etc. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont des facteurs de risque de caries chez l'enfant? L'alimentation sucrée ou très peu diversifiée, l'alimentation molle, plus ça va être mou, moins on va nettoyer ses dents de manière naturelle. Ah oui, d'accord. Le fait de manger mou fait qu'on va moins venir frotter les dents en fait et les... Plus on va devoir mastiquer avec des aliments plus complexes, plus il va y avoir de frottement, plus en fait les dents vont se nettoyer aussi naturellement. Plus on va manger mou des compotes et des peach, plus ça va être propice. C'est bon les peach. Ouais. Oui, c'est bon. C'est vrai que pomme pote et peach au parc. Alors pomme pote pour la succion. Qui s'éclatent sur le toboggan. Il y a toujours une pomme pote et un peach. Alors qu'on aimerait, mais donnez-leur des quartiers de pommes et un bout de pain avec du chocolat comme on faisait nous, quoi. De toute façon, c'est un vrai problème de manière générale. C'est même pas que pour les caries. Non. Là, pour le coup, tout ce qui est très peu de mastication, c'est un problème généralisé. Et c'est pour ça qu'on a besoin de plus en plus d'orthodontie, qu'on se retrouve avec des petites mâchoires. Enfin, tout ça, tout est lié. Hein, on va pas se mentir. Mais déjà, si c'est aussi responsable d'avoir plus de chances de caries. Une alimentation molle, sucrée, très peu diversifiée, en règle générale, ça va apporter des caries. Ce qu'on sait moins aussi, ça va être des médicaments. Il y a des médicaments qui sont très sucrés, comme le Doliprane, par exemple. Ça peut apporter des caries plus facilement. Des antibiotiques qui sont aussi pas mal sucrés, alors sur des enfants qui sont souvent malades. Aussi, ça peut être un facteur de risque. Il y a tous les aérosols type Flixotide pour les traitements contre l'asthme. Ça peut aussi créer une apparition des caries plus précoces. Des bisous sur la bouche. On peut transférer ses propres bactéries si nous-mêmes on est porteur de caries à nos enfants. Donc du coup, ça peut aussi être une porte d'entrée. Manger beaucoup de chips.
Les chips, c'est des patates, les patates, c'est de l'amidon, c'est du sucre, et comme ça reste bien collé sur les grosses dents du fond pendant un bon temps avant d'être éliminé, soit naturellement, soit par le brossage, ça peut participer aussi à l'apparition des caries. Quand la langue fonctionne pas bien, toutes les problématiques de freins restrictifs buccaux, etc. Quand la langue fonctionne moins bien, c'est pareil, on a les mouvements de la langue, ils participent aussi au nettoyage de la cavité buccale, donc forcément, ça peut avoir un impact, effectivement. On sera pas le seul truc, mais ça peut participer. Donc oui, il peut y avoir un sacré panel de trucs qui vont favoriser l'apparition des caries, en fait. Puis de toute façon, on peut pas agir sur tous les points, c'est pas possible. L'idée, c'est de diminuer au maximum le risque global. Oui, bien sûr. Ouais, c'est toujours pareil. Il y a plein de facteurs de risque. Si on en a qu'un, si on en a 0, tant mieux. Si on en a qu'un ou si on en a 6 différents, on augmente nos chances au fur et à mesure qu'on cumule les facteurs de risque. J'ai une question qu'on peut traiter rapidement, c'est est-ce que l'allaitement non écourté a un impact sur la dentition? Est-ce que l'allaitement a un impact sur la dentition déjà? Dans certains bouquins, et dans un que j'ai récemment, qui a été fait assez récemment, ce serait à moitié prouvé que l'allaitement serait bénéfique pour améliorer la croissance maxillofaciale. Alors on sait que pour téter, il faut une sacrée force quand même au niveau de la bouche. Donc ça, certes, c'est quand même prouvé que ça vient participer pendant les premiers mois à un bon développement de la mâchoire inférieure, des muscles, etc. Ça c'est prouvé. Mais au long terme, non. Parce que je crois bien qu'il a été prouvé aussi que sur certaines dysmorphoses, donc des malpositions dentaires ou osseuses, il n'y a pas forcément de plus pour un allaitement long qu'un allaitement pas long, quoi. Donc au début, oui, ça vient vraiment bien stimuler toute la charnière buccale pour bien développer et tout, mais sur le long terme, pas sûr parce qu'on se retrouve quand même avec des malpositions, des dysmorphoses dentaires ou osseuses qui sont quand même présentes malgré un allaitement qui a pu être long ou pas long d'ailleurs. Et à l'inverse, est-ce que ça peut poser problème, cet allaitement non écourté? Ça va être dans la façon dont il est mené, je pense. Si c'est un enfant qui tète de temps en temps, on peut pas mettre du tout ça en comparaison à un enfant qui va prendre son pouce ou sa tétine H24. C'est même pas comparable. L'impact sur la bouche ou la position des dents va pas du tout être le même, en fait. Je vois ce que tu veux dire. La question n'est pas tellement allaitement non écourté ou pas. C'est plutôt quelle est la fréquence, Quelle est la fréquence de succion sur 24 heures? Je pense pas même sur un allaitement non écourté, je pense pas qu'entre 3 et 6 ans, l'enfant passe 10 heures de sa journée au sein de sa mère, quoi. Alors qu'il pourrait avoir sa tétine ou son pouce, l'équivalent au moins de 10 heures, notamment pendant le sommeil ou pendant les siestes. Donc je pense que la question, elle est pas, on peut pas faire de comparatif en fait dessus. Ouais, c'est compliqué de faire un comparatif. C'est en tout cas, peu importe ce qui se retrouve dans la bouche d'un enfant et qui génère une succion en fait de manière répétée, plus l'âge avance, peut devenir problématique pour la dentition, pour la croissance du massif facial, etc. Finalement, peu importe l'outil, que ce soit le sein, le pouce, la tétine, à partir du moment où c'est prolongé et fréquent, et la pompote et le pitch, mettez pas des pitchs dans la bouche de vos enfants toute la journée parce que vous aurez d'autres problèmes après que juste leur dentition. Mais en tout cas, peu importe l'outil utilisé, la question c'est plutôt la fréquence et l'intensité de l'utilisation qui vont jouer. Ce qu'on va conseiller, même orthophoniste ou dentiste et orthodontiste, c'est d'arrêter toute forme de succion à partir de 3 ans. Après, toute forme de succion, moi, ce que j'entends tout terme de succion, c'est pouce, tétine et biberon. Après, chacun va mener son allaitement comme il le souhaite aussi. Donc, c'est pareil. Là, c'est pareil. C'est comme ce qu'on dit depuis presque 1 heure. Moi, je vous donne la théorie, je vous donne les infos, les recommandations nationales, etc. Mais chacun fait ce qu'il peut, ce qu'il veut, en connaissance aussi de cause. Et c'est pas parce que après tout dépendra. Un enfant où finalement toutes les dents sont bien alignées, bien positionnées, il n'y a pas de problème de respiration, de mastication ni rien, mais qui tète après 3 ans de temps en temps, et puis tout se passe bien. C'est comme un enfant qui suce son pouce, et la même chose. Je vais pas réussir à justifier un arrêt, en fait. Ça m'arrive d'avoir des enfants qui sucent leur pouce et je vois rien, tout va bien.
comment je vais faire comprendre à un enfant de 5 ans pour qui toutes ses dents sont bien positionnées, il va bien, comment je lui fais comprendre qu'il faut arrêter de sucer son pouce? Bah, c'est qu'il le tête pas si souvent que ça, de toute façon, si tout Bah, va il y en bien, a, non? il y en a si, hein, franchement, et puis, et en fait, ça se voit pas, ça se voit pas. Et ça arrive, hein, plus qu'on ne le pense. Et du coup, je dis aux parents, bon bah oui, effectivement, c'est pas l'idéal. Je suis pas armé pour justifier d'un truc qui finalement, et lui, il va pas comprendre pourquoi je lui dis d'arrêter, vu que tout va bien. Donc je lui dis effectivement que c'est pas l'idéal, mais bon, voilà, ça s'arrête là. Si moi ça m'inquiète pas, en soi, c'est pas censé inquiéter les parents non plus. Bon, je le sais, je le note dans le dossier, et puis quand je le revois l'année prochaine, on en reparlera. Ok, donc si on rapproche ça à l'allaitement, et ben en effet, de la même façon, si tout se développe correctement et qu'il y a aucun souci à aucun niveau, ça va pas justifier de Et toute oui. façon. Après, si on se retrouve forcément avec un enfant qui respire par sa bouche depuis ses 5 mois, qui est constamment enrhumé, qui a des amygdales et des végétations grosses comme des noix de coco, euh, et avec des dents qui se positionnent, faut voir comme. Bon, là, c'est pas que le dentiste qu'il faut aller voir, il faut aussi s'armer avec le médecin, l'ORL, faire un et le dentiste pour que on puisse te prendre en charge des choses qui sont des fois bien plus compliquées et complexes que prévu. Et puis il faut aussi s'armer de patience pour expliquer au médecin, à l'ORL, au dentiste, des fois qu'il faut agir parce qu'on va pas laisser un enfant comme ça qui arrive pas à respirer, qui fait de l'apnée à 4 ans et oh ben non, les amygdales elles sont pas trop grosses, on attend. Alors, on attend quoi? On attend qu'ils étouffent. Bon, des fois c'est pareil, les ORL, c'est un autre sujet aussi. Ouais. D'accord. Ouais, parfois c'est difficile en fait cette pluridisciplinarité autour de tous ces troubles. Finalement, par se créer un réseau où on est tous conscients du même problème, on s'est tous expliqué ce qu'on pouvait faire. On est tous conscients du travail, de l'implication de chacun, et on est tous au taquet sur ce qui nous relie. Mais il y en a à qui ça passera jamais parce qu'on leur envoie pour faire ceci ou cela, et ils nous le renvoient en disant bon non, moi je fais pas ça, ça sert à rien, on va attendre. Et que nous on est plutôt du genre proactif à pas vouloir attendre pour pas grand chose. Et du coup on va aller chercher un autre praticien qui peut-être nous comprendra mieux. Parce que en soi, enlever une amygdale, enfin enlever deux, deux pour le coup, et les végétations, ça prend littéralement 10 minutes, parce que je le sais, encore 10 minutes, c'est si on prend son temps. Donc c'est vraiment pas pour le temps que ça prend. Hein. C'est pas une chirurgie à cœur ouvert. Hein. Notre enfant, il reste pas 15 ans sur la table. Donc bon, il y a plein de choses. Donc la pluridisciplinarité, au final, quand on trouve le praticien qui a un bon réseau, qui est bien conscient de tous ces problèmes-là et tout, bah les parents ils ont de la chance, les enfants aussi. Et bah des fois, c'est pour ça qu'on se retrouve avec beaucoup d'errances thérapeutiques, de suivi très très long, de perte de chance, de retard dans la prise en charge à cause de tout ça en fait. Du coup, ce serait quoi le bon conseil à donner aux parents à ce sujet-là? C'est de dire que si eux, ils ont la sensation qu'il y a un problème et qu'on leur dit quelque part qu'il y en a pas, c'est de prendre un autre avis, Comment on fait, nous, en tant que parents, pour s'y retrouver? Il y a beaucoup de bouche à oreille, faut beaucoup parler avec les autres parents, ne serait-ce qu'à l'école, à la crèche et tout. Alors les forums, les groupes Facebook et tout, il y a de tout, il y a du bon et il y a du pas bon. Alors ça, faut quand même aussi être très raisonnable dans ce qu'on lit. Aussi, il faut faire très attention, hein, notamment sur les freins restrictifs, on voit de tout. Alors faut faire attention aussi. Mais c'est beaucoup de bouche à oreille. Parce que les parents d'école vous dire ah bah cet ophtalmo là ah bah il est chouette, franchement il est cool, cet ORL ah bah, il nous a bien sauvé la vie, ah bah le dentiste il est sympa, il fait bien son travail et tout. C'est surtout le bouche à oreille que ça se fait, et puis même nous on le voit au cabinet, hein, le bouche à oreille c'est ce qui a le plus marché au final, trop même maintenant. Mais et puis ça c'est la problématique, parce que comme on n'est pas tous formés pareil, on n'a pas tous la même vision des choses, et ben on se retrouve très vite submergé. Dès que les gens ont trouvé quelqu'un à leur écoute, qui peuvent quand même leur apporter. Bah oui, il se passe le mot. Bah voilà. Là, tu vois, il y a une semaine, on s'est dit, bon, on arrête de prendre des nouveaux patients parce qu'on n'arrive plus à gérer, quoi. Donc, au moment, on a fait une liste d'attente. Et puis, on va voir comment ça va se dérouler. Mais, bah, bon, ça fait mal au cœur parce que je sais que la liste d'attente, elle augmente de jour en jour, quoi. Et que je suis tout seul pour tout mon département, et je suis humain, alors ça me fait mal au cœur, mais d'un autre côté je peux pas aider tout le monde non plus, et que je vais pas faire des consultations passer 18 heures, parce que d'une c'est pour un enfant il va pas du tout être alerte après 18 heures, déjà 17 sur certains c'est chaud, et puis je vais pas les recevoir jusqu'à 22 heures, c'est pas le problème, c'est le manque de praticiens. Non, et puis parce que toi, il faut que tu tiennes dans le temps aussi. C'est ça. Elle est là aussi la problématique des professionnels de santé actuellement, c'est qu'apprendre plus, à la fin, si vous nous pétez dans les mains au milieu du trajet, il n'y a plus de professionnels du tout. Donc, il faut que vous teniez aussi sur la longueur.
Et puis on se rend bien compte de la situation où les gens n'arrivent pas à trouver de praticien, donc on se retrouve le cul entre deux chaises. Bah, la solution, c'est de former des gens. Oui, mais du coup on les forme sur des jours où on est censé travailler. Oui, mais alors c'est ultra rentable dans la mesure où si tu formes des gens, ça veut dire que eux vont pouvoir pratiquer, donc tu démultiplies, c'est-à-dire que les 3 jours où t'as pas travaillé, où t'as formé du monde, ben ces gens-là vont pouvoir en traiter. Tu vois, ils les traiteront pendant les 3 jours où tu formes les autres. Oui. Mais faut-il encore trouver les praticiens qui sont intéressés pour ce genre de prise en charge? Si on n'est que 400 dentistes pédiatriques en France, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est que la dentisterie pédiatrique, la plupart du temps, ça fait pas rêver, quoi. Faut de la patience, c'est des petits soins, faut être vachement adaptatif, on prend beaucoup sur nous, on a beaucoup de relations avec les parents. Moi là, je fais un petit peu d'orthodontie, mais c'est pas l'orthodontie pure et dure comme on connaît avec les bagues et tout. C'est pas de l'esthétique, c'est pas des facettes, c'est pas des trucs de luxe. Même s'il y a aussi des cabinets pédiatriques qui sont un peu plus haut de gamme et tout. Et puis il y avait cette fausse croyance, ce faux mythe, comme quoi la dentisterie pédiatrique n'était pas assez rémunératrice par rapport à de la dentisterie classique avec des couronnes, des prothèses, des machins. Donc forcément, ça a aussi participé au fait qu'il n'y ait pas beaucoup ou peu de dentistes pédiatriques. Donc, Bon, bah écoute, fais-nous rêver, dis-nous à quel point c'est bien pour donner envie aux autres d'en faire. Dis-nous comment ça se passe une journée au cabinet, quel jeu on fait, on regarde Pas de Patrouille et Peppa Pig et tout ça, et que c'est vachement sympa. Vas-y, motive les dentistes qui nous écouteront. J'ai pas d'écran dans ma salle. Ça j'y tiens parce qu'ils sont déjà tellement assujettis aux écrans tout le temps que on a décidé de pas avoir d'écran au cabinet et de discuter avec eux. Et ça j'y tiens parce qu'on discute T'emploies de plein quelqu'un de à temps plein choses. pour faire le clown. Mon assistante et moi-même. Non mais ça on y tient, j'adore discuter avec eux et puis ça participe, ça fait de l'hypnose conversationnelle pendant qu'on fait nos petites choses, mais on parle de tout, on parle de tout, il y a toujours un sujet qui revient, en plus semaine après semaine, parce que c'est soit Noël, soit un anniversaire, soit des vacances, soit Mardi Gras, soit Bah un Noël, la concert, un galette, truc, Pâques, enfin ouais, il y a toujours un truc qui les rythme les vacances, conversations en Halloween, fait. y a toujours un truc. Et puis, bah, on a tout notre vocabulaire à nous, donc c'est sûr que c'est beaucoup plus sympa. Nous, on n'a pas on n'a pas la roulette comme comme les gens disent. On n'a pas la piqûre. Que les trucs qui sont, on enjolive les choses, on fait passer ça d'une autre manière. Même la déco du cabinet. Hein, quand vous me suivez sur les réseaux, vous voyez bien que mon cabinet, c'est pas un truc ultra froid, il y a des pluches partout, et de la musique, ça sent autre chose que le dentiste. On met des petits tube sheets qui sentent bon, enfin, ça participe au fait aussi que ce soit carrément plus sympa. Alors quand je leur dis aux parents et aux enfants qui ont 12, 13 ou 14 que c'est la dernière fois que je les vois parce que bah, c'est plus des enfants, ils sont un peu tristes quand même. Ils veulent rester dans le cabinet avec les pluches. Ok, très bien. Bon, voilà. Si vous avez envie de vous lancer dans la dentisterie pédiatrique, eh bien, passez un coup de fil à David. Il saura vous expliquer comment jouer avec, avec des animaux en peluche et tout ça avec les enfants pour les garder attentifs et pouvoir faire ses soins tranquilles. Dans les questions que j'ai reçues de la boîte à questions, il y a eu 3 questions que j'avais envie de te poser. La première, MIH, je ne savais même pas ce que c'était, et allaitement maternel, est-ce qu'il y a un lien? La maman disait première dent sortie à 4 mois et qui était sortie déjà touchée, elle disait. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors le MIH, c'est un défaut de qualité d'émail qui donne des taches du blanc au marron sur les premières incisives centrales haut et bas et les premières molaires définitives haut et bas. Donc ça touche les dents de 6 ans. Donc en gros, cette maman, soit elle a pas eu les bonnes informations sur les MIH, soit elle a pas croisé le bon professionnel qui était formé sur les MIH. D'accord. Donc du coup, c'est pas du MIH a priori qu'il y a puisque c'est pas à cet âge-là que ça apparaît. Voilà. Il y a la forme sur dents de lait qui existe, mais elle va toucher principalement les molaires, donc les dents qui vont arriver entre 15 et 30 mois, en gros, hein, à la bouche, et plus rarement jusqu'aux canines, mais rarement les incisives quand même. Donc c'est pour ça que je pense pas que ce soit ça le problème chez cette maman. Et il n'y a pas de lien entre MIH et allaitement non écourté. Hein. C'est quoi le mot qui est associé à MIH du coup?
molaire, incisive, hypominéralisation. Ah oui, d'accord. Ok, c'est vraiment ce que tu as expliqué en mots. Ok, très bien. Donc, pas de lien du tout entre allaitement et ça. Et est-ce qu'on sait ce qui favorise ça? Et il y a pas non, et puis on sait même pas non, on sait il y a pas d'explication pour le moment. Ce qui serait le plus à même de l'expliquer, c'est les perturbateurs endocriniens, mais on saurait pas expliquer lesquels et dans quelle mesure ils seraient à l'origine du MIH. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on en a 30% de nos patients en cabinet quand même. Sous diverses formes, hein. Ça peut être juste des petites taches sur les incisives et les premières molaires, jusqu'à des grosses taches marron, des pertes de substance d'émail. Enfin, ça peut être assez impressionnant quand même. Mais on a tout un protocole de prise en charge. Ça, c'est bien. Il y a des protocoles qui sont bien faits, qui sont connus et reconnus et qui fonctionnent très bien. Mais encore faut-il bien le diagnostiquer, le reconnaître et bien s'en occuper. Ça, c'est toujours la même chose. Ensuite, j'ai eu un bébé de 19 mois, alimentation saine, selon la maman, respiration buccale et allaitement nocturne. L'ORL et le pédiatre disent on attend. L'allaitement, dans ce cas-là, augmente-t-il le risque de carie et est-ce qu'il y a des exercices à faire pour cette respiration buccale? Bon, 19 mois, l'allaitement n'augmente pas en soi le risque de carie, mais... L'allaitement nocturne va augmenter le risque de carie s'il n'y a pas d'hygiène bucco-dentaire derrière. La respiration buccale, elle peut de son côté augmenter le risque de carie. Mais de par son seul fait aussi. En tout cas, est-ce que vraiment il faut attendre à 19 mois? Est-ce qu'on attend? Va être de savoir d'où peut provenir cette respiration buccale. Est-ce que c'est un problème, est-ce que c'est un blocage anatomique? Est-ce qu'on a des petites voies respiratoires? Est-ce qu'on a un nez qui est très bouché, avec très peu d'hygiène nasale? Est-ce qu'on a, par exemple, un frein de langue restrictif? Est-ce qu'on a déjà des déformations au niveau du palais? Est-ce qu'on a une hypotonie au niveau de la langue? Est-ce qu'on a un terrain allergique respiratoire? Il peut déjà y avoir pas mal de choses à investiguer, mais il peut y avoir aussi un rendez-vous chez le dentiste pédiatrique pour voir ce qu'il en est, si jamais il y a un petit blocage quelque part visible par le dentiste. Voir un bilan orthophonique pour la fonction de la langue, la fonction de la respiration aussi, la fonction linguale, pour voir s'il y a quelque chose aussi de ce côté-là. Mais le fait d'attendre, ça c'est le grand truc, c'est le grand truc qu'on voit toutes les semaines. Votre enfant a du reflux, oui, c'est pas grave, on attend, ça va passer. Ou attendre, c'est une fausse excuse en fait pour se dire le praticien en fait il sait rien, non, il sait rien. Il en sait rien de cette affection-là, ou il en sait peu, du coup il préfère attendre et voir ce qu'il en est. Et des fois, c'est justifié d'attendre et de voir ce qu'il en est. Mais ça dépend de la pathologie ou des symptômes qu'on trouve ou qu'on cherche. Mais il y a plein de choses où non, pas forcément intéressant d'attendre. Là, si cette dame, elle a vu pédiatre et ORL, peut-être qu'elle peut demander l'avis d'un orthophoniste qui a l'habitude de voir des bébés et de voir un petit peu comment fonctionne cette langue. Oui, là, il faut essayer de chercher la cause de tout ça, en fait. Oui, et dans tous les cas, il faut chercher faut trouver la cause. Il y a forcément une cause qui explique cette respiration buccale. Ok. Et donc 19 mois, c'est pas particulièrement le moment d'attente parce que s'il y a quelque chose qu'on peut faire, typiquement en orthophonie, on peut les prendre à cet âge-là. Et ça peut être très bien de commencer par là pour voir si on arrive à rééduquer la fonction. À 2-3 ans, ça va être plus compliqué parce que là, on va se heurter carrément à des refus de la part de l'enfant. Il va pas comprendre ce qu'il veut faire et tout. Plus il va être petit, plus ça va être facile. À 19 mois, c'est vrai que ça peut être un peu plus tendax sur niveau coopération, c'est sûr. Quand ils sont tout bébés, niveau coopération, c'est plus facile à s'en sortir. Quand ils commencent à être déjà plus grands, c'est déjà plus compliqué. Mais ça vaut quand même le coup d'aller chercher, d'aller investiguer quand même, hein, parce que ça peut être très bien une langue qui est un peu feignante et puis qui a du mal à savoir où se positionner. Ça peut être des voies aériennes qui sont bloquées par quelque chose, végétation, amygdale, ou des cornets nasaux qui sont pas bien positionnés, par exemple. Ça peut être des allergies respiratoires, ça peut être ça se trouve juste en faisant des petits conseils comme ça peut passer et puis ça se trouve il faudrait quelque chose un peu plus important, mais ça sans aller vraiment voir et investiguer le truc, on pourra pas savoir quoi. Ok, donc en tout cas on part à la recherche de la cause et en fonction de l'âge de l'enfant, il y a des choses qui sont plus ou moins faciles à mettre en place, mais ça vaut le coup d'essayer. Ensuite, la respiration buccale, c'est pas l'idéal. Donc, nous, dans notre idéal, c'est d'aller chercher la cause et et après, suivant la coopération de l'enfant, on peut mettre en place des choses ou pas. Ça va dépendre. Mais faut qu'on se donne les moyens d'aller chercher la cause au moins. Ouais,
C'est comme le grand objectif quand il y a une respiration buccale, c'est de la retirer à court, à moyen ou à long terme, mais en tout cas, il faut essayer de s'en débarrasser pour pas empiler les problèmes. Allaitement non écourté jour et nuit, brossage de dents 2 fois par jour, est-ce que ça suffit? Oui et Dans les non, quoi. recommandations, Je pense que oui. t'as assez répondu à la question tout à l'heure. On revient au même sujet. C'est pas l'idéal. Fonction de l'âge, fonction de l'intensité aussi, enfin de la fréquence des tétés la nuit. Faites votre tambouille avec ce qui a été dit aujourd'hui et les recommandations et ce qui est l'idéal, on va dire, pour ne pas avoir de caries et pour bien développer sa sphère faciale. Et puis comme il a dit plusieurs fois à juste titre, on fait aussi comme on peut et en tout cas peu importe la façon dont on fait, on fait suivre le dossier pour ne pas avoir de mauvaises surprises plus tard. Et si jamais il y a des taches partout sur les dents, peut-être que voilà, qu'en tout cas il faut aller consulter pour apporter une aide à cet enfant, parce que on va pas le laisser avec ses pauvres petites dents de lait devenir toute carriée de partout, peu importe la vie qu'on mène à la maison et l'allaitement non écourté qu'on a. Il faudra lui proposer des solutions. Est-ce que tu peux nous rappeler, parce que je pense que c'est important, je te rajoute une question, je suis embêtante, les signes, comment repérer que son enfant, son bébé est en respiration buccale? Les signes, ça va être un enfant qui va avoir un visage assez fatigué, avec des cernes, des pommettes effacées, un nez assez fin, un visage assez long, une bouche constamment ouverte, une langue en position basse. Pendant le sommeil, ça va être des ronflements, des apnées du sommeil, des réveils nocturnes, un enfant qui a besoin de se lever pour aller faire pipi, ou alors qui a des énurésies nocturnes qui ont du mal à passer. Ça va être des enfants qui ont besoin d'une gourde avec de l'eau parce qu'il faut qu'ils boivent, parce qu'ils se réveillent la bouche sèche. Ça va être une fatigue en journée avec plus d'irritabilité. Où il peut y avoir une même symptomatologie que des enfants qui sont hyperactifs. Et en fait, ils sont pas hyperactifs, en fait, ils sont juste fatigués. Et que c'est là où on peut aussi faire face à des enfants qui ont un faux diagnostic de troubles d'hyperactivité, de TDAH, et alors qu'en fait c'est des enfants qui sont juste fatigués, qui respirent par la bouche, et une fois qu'on leur rééduque et qu'on leur apprend à développer leur respiration nasale, c'est des enfants qui vont beaucoup mieux et qui n'ont pas besoin de traitement pour gérer leur TDAH, parce qu'en fait c'est pas un TDAH qu'ils ont, c'est une respiration buccale. C'est comme les enfants qui sont trop devant les écrans et qui développent des troubles de la sphère autistique, des symptômes de troubles de la sphère autistique, alors qu'en fait... Exactement. Ou des troubles de langage, de comportement, etc. Ouais, complètement. Si vous repérez tous ces signes, ça va être important de se pencher dessus. C'est une problématique qui est pas du tout nouvelle, mais en tout cas qui commence à être regardée. Ça concerne 70% des petits patients. Donc forcément, dans votre entourage, vous connaissez un enfant qui respire par la bouche, ou qui ronfle, ou qui est constamment bouche ouverte. Et vous en connaissez forcément un. Ouais. Et l'idée, c'est vraiment de venir rééduquer ça au plus tôt pour que le sommeil soit réparateur. Et puis pour éviter tous les problèmes de santé qui sont associés à ça. Un développement global qui soit assez alerte en journée pour qu'au niveau scolaire ça se passe bien, pour ses interactions sociales, pour son sommeil, pour son développement, pour sa croissance. C'est vrai que c'est des gros enjeux, très gros enjeux. Ouais, c'est impactant à trop de niveaux pour le laisser couler en fait et se dire que mon enfant ronfle et dort la bouche ouverte, mais c'est mignon, c'est mignon pendant un temps, mais ça crée surtout plein de problèmes et ce sera intéressant de s'y pencher. Oui, parce que dans le règne animal, il y a que 2 espèces qui ronflent. C'est le bulldog et l'humain. Et on va terminer sur ça. Merci beaucoup, Charlotte. Voilà. Je pense que c'est le mot de la fin. Nous pouvons donc nous associer à des bulldogs. Non, mais du coup, on va finir comme des bulldogs, tu penses? Non, parce qu'on serait vraiment très laid. Et désolé pour tous ceux qui ont un bulldog à la maison. Ouais, attends, tu vas me faire perdre une partie de mon audience, là. Ça se trouve, j'ai plein de gens qui adorent les bulldogs et toi, t'es en train de dire qu'ils sont moches. Fais gaffe. Mais ils sont moches, mais ils sont mignons quand même. On n'a jamais dû t'interroger. Bon, ça, c'est coup de canif dans ta réputation, hein. Coup de caniche. Bon, voilà. On aura appris un coup de caniche. Oh my god. Cette interview part en vrac. C'est n'importe quoi. On va s'arrêter là. Donc, il ne faut pas ronfler. Ce n'est pas une bonne idée. Il ne faut pas respirer par la bouche et les dents de lait sont importantes. Et l'allaitement maternel, c'est génial, mais ça ne protège pas complètement des caries passé un temps puisque ça reste quand même
une alimentation à un moment de la journée où la bouche est plus sensible à ces infections. Donc voilà, je pense que si vous avez retenu tout ça, c'est déjà pas mal. La brosse à dents électrique, c'est super. Le fluor, c'est important. Et j'ai essayé de vous résumer tout ce qu'on a dit en 1 minute. Oubliez l'histoire des bulldogs. On oublie ça. On ne peut plus en entendre parler. Et prenez soin de vos bouches et de vos petits chicots avec David et tout se passera très bien. Surtout prenez soin de vos petits chicots. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais nous dire pour finir cette interview en beauté, ou est-ce qu'on s'arrête vraiment sur cette histoire de bulldog? Ah ouais, on s'arrête sur ça, c'était pas mal, je trouve. Et puis pour la suite, venez vous abonner à ma page Insta et puis vous pourrez découvrir encore plus de trucs dont on n'a pas forcément parlé aujourd'hui. Exactement, parce qu'on peut pas parler de tout et ça fait déjà plus d'1 heure qu'on papote tous les deux. Merci en tout cas pour toutes ces informations. Prenez soin de vos dents et de celles de vos enfants. Et on se dit à très vite dans Milkshaker. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te le redis encore une fois, mais c'est si important. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite surtout pas à le partager, à mettre une note ou des étoiles sur les plateformes d'écoute pour m'aider à le faire connaître. Déjà, ça me booste et ça me motive à continuer de créer ces contenus. Et surtout, ça permet à de nouvelles personnes d'être informées correctement sur l'allaitement. Pour échanger ou me faire un retour sur ce que tu as entendu, rendez-vous sur Instagram @milkshakerpodcast et je te répondrai avec plaisir. Pour rechercher un épisode, cette fois, une thématique, c'est sur le site internet milkshaker.fr que ça se passe. Tu y trouveras tous les épisodes et un moteur de recherche pour t'orienter en fonction du sujet recherché. Pour me consulter, comme ostéopathe, ça se passe à Suresnes, dans le 92. La prise de rendez-vous, elle se fait sur Doctolib en tapant Charlotte Bergerot-Palisco. On se quitte, comme au premier jour, avec Emma et son titre Blinded, en collaboration avec Nemen. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode, et d'ici là, n'oubliez pas, milkshaker autant que vous le voudrez, et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel. Crazy, 'cause believe